Swear. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Bonjour, salut Guillaume. Excuse-moi, j'étais pris de court. Ouais. Alors, donc ce sont nos micros. On a dit que quand on faisait pas d'interview, on les mettait comme ça, parce que c'est pas vraiment gênant. Non. Non, mais on va s'y faire, On va s'y faire cette ambiance tamisée, là. Enfin, bref. Alors, donc, là, on va venir sur les combats qu'on aimerait voir en 2020. Mais avant ça, mon cher Rust, on va commencer par 3 annonces, et pas des moindres. Premièrement, les t-shirts La Sueur X et Lyon. Il n'en reste plus beaucoup. Et c'est là, on arrive à la toute fin pour la disponibilité. Donc, c'est celui-là, designé par Rust lui-même, sur une idée originale de Kelta, ouais. dont nous tairons le nom. Donc voilà, ils sont là, j'étais là avant que ce soit légal. C'est le lien est dans la description. Et quand il n'y en a plus, c'est comme les soirées La Sueur. Donc on vous bassine un peu avec ça. Mais il faudra pas venir ensuite. Faudra pas venir pleurer. Exactement. Et deuxième annonce, what a sponsor. Ouais. Un énorme big up à notre nouveau sponsor MyProtein et qui ont décidé de nous aider, de nous supporter pour de nous supporter, ce qui est pas évident pour les podcasts et sur le site, etc. Donc énorme big up. En plus, de toute façon, c'est par hasard. C'est ce qu'on appelle un partenariat, mais leurs t-shirts et leurs fringues sont quand même assez ouf. On se dit ça juste avant. Donc oui, ça fait grosse pub et oui, vous allez dire, ok, de toute façon, puisque c'est votre sponsor, forcément vous allez être machin. Sauf que je pense que vous le voyez un peu, la matière est ouf, les t-shirts sont stylés. Que demande le peuple? Exactement. Donc on a signé pour 1 an avec MyProtein, mon cher Rust. Franchement, énorme. Et là, vous allez dire La Sueur, ils font que de dire ouais, machin. Mais nous, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, vous avez moins 38%. Avec le code La Sueur. Et c'est énorme, moins 38%. Énorme. Plus, on vous prépare aussi quelques petits concours ici et là. Enfin bref, là aussi, le lien est dans la description. Bien. Puis on va quand même pas commencer un podcast sans parler de Jetronomy. Jetronomy, donc les savons, les vrais savons. Pardon. Mon Dieu. Bref, savon naturel, Made in Marseille, notre premier sponsor, le premier sponsor du podcast La Sueur qui est toujours là. Ouais. On va faire aussi des trucs très 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 cool avec eux pour janvier. Et aussi, ça c'est leur super initiative, on en parle assez souvent, c'est qu'ils font Jetro Plus Me et donc ils vous sponsorisent directement si vous voulez faire une activité sportive. Bien, mon cher Rust, maintenant venons-en au fait. Les combats que nous souhaitons voir pour 2020. Écoutez, je vais commencer par les poids lourds. Oh. On va faire en ordre décroissant de poids et de taille. Je pensais que ça allait être peut-être n'importe quoi. Alors, vas-y, en poids lourd, c'est très bien voir quoi. En fait, j'y pensais avant, mais on sait que Cyril Gane avait signé au Glory avant d'aller à l'UFC. On sait que c'est un striker comme on en voit quasiment jamais en heavyweight. J'ai très envie. Parce que il va pas non plus grimper les marches comme ça direct et faire un title shot. Je pense pas d'ici le milieu de l'année. En revanche, ce qui peut peut-être se faire, c'est un petit combat contre un taulier énorme qui est une terreur, Overeem. Parce que Overeem, on sait que c'est pas qu'un gatekeeper. Parce que si tu le mets contre des mecs à peu près moyens, en fait, il les écartèle vivants. Donc c'est pas qu'un gatekeeper, c'est un mec qui est ultra chaud. Seulement, il a quand même pour ça l'habitude de perdre des combats très importants quand il tombe sur des mecs qui ont une force de frappe de ouf. Et comme il est ultra technique et que c'est un des meilleurs strikers, si ce n'est on verra bien avec Cyril parce qu'il arrive aussi le plus technique de la catégorie et je sais qu'il y a des détracteurs mais c'est mon avis en tout cas. Et un petit combat entre Cyril Gane et Overeem. Il y a moyen que ce soit pas une masterclass, justement, un super combat debout, ultra technique, mais vraiment, vraiment ultra technique, comme on en a, je pense, jamais vu au niveau technique, vraiment pur, en heavyweight. Et alors justement là où ça va être intéressant si jamais ça se passe, c'est que Overeem ce n'est plus qu'un striker, il l'a démontré dans ses combats précédents. Même contre Jason Rosenstruck. Exactement. Et en particulier contre Rosenstruck parce que. Même le combat d'avant contre le Russe qui est arrivé, qui était ancien champion du M1, et en gros justement il l'avait fini au sol si je ne m'abuse. Ouais. Ah. Ouais. Enfin bref, il arrivait, et là aussi c'était un gros test pour Overeem pour montrer qu'il était effectivement toujours là, parce que l'UFC arrivait en mode on va tranquillement pousser vers la sortie, mais Overeem avait mis un gros stop. Non, je suis toujours là les gars, finalement faut compter sur moi. Oui. Ah putain, je l'ai bu. Oh, j'allais dire Pavlovitch, mais je crois que c'est ça, Sergei Pavlovitch. Oh, j'ai eu tellement peur. Voilà. Et formidable, on l'a échappé belle. Bien. Ouais, moi aussi, c'est un combat que j'aimerais voir. Et
Après, c'est un combat qu'on aimerait voir, mais pas dans les Dream Fights. Parce que là, c'est un podcast où on va vous envoyer quand même du Dream Fight pour 2020. C'est vrai, c'est vrai. Sachant que ce podcast-là, on dit que c'est quelque chose qu'on aimerait voir, mais c'est aussi... ce combat-là, il est aussi possible. C'est vrai. Il est même très probable pour la deuxième moitié de 2020. Ok, donc là, on est plutôt dans les Dream Fight en mode... Dans les Dream Fight, ouais, dans le sens, ce que t'aimerais voir, est-ce qu'il y a quand même une chance de se produire? Ouais, mais qui est tellement dingue et tellement ouf que c'est pas encore sûr. Ouais. Est-ce que je peux embrayer direct alors? Je voulais juste enchaîner sur Overeem, Cyril Gane, mais le problème, non, oui, c'est ce que je voulais dire, oui. C'est aussi ça qui va être intéressant pour moi avec Cyril contre Overeem, c'est que l'avantage, c'est qu'on a bien vu, donc justement, Overeem contre les mecs qui ont ce one punch knockout, il combat jamais vraiment comme Alistair Overeem. Ouais. Et avec Cyril, certes, il est brillant striker, mais il a pas ce one punch knockout. Donc là, moi, j'aimerais vraiment voir ce combat parce qu'on aura un Overeem en pleine possession de ses moyens physiques et mentaux, et puis un Cyril Gane, tel qu'on le connaît. Donc franchement, ce sera passionnant. Ouais, c'est ça. Juste pour le feu d'artifice que ce sera et que ça risque d'être. Ouais. Et voir justement si Cyril peut aussi s'adapter à un mec qui va le menacer en takedown, en clinch, etc. Alors, Rost enchaîne. Et j'enchaîne avec, alors là, c'est vraiment un pur dream fight, d'autant plus qu'il y a les graines qui ont été plantées par-ci par-là. C'est Nick Diaz contre Masvidal. Parce que Masvidal, ce qui est génial, c'est comme il s'est créé lui-même son statut de superstar cette année, vraiment à la force de déjà de ses genoux et à la force de ses skills de combattant, mais aussi à la force de son bagou et de son dynamisme verbal. Et il peut avoir à peu près n'importe qui. Conor veut Masvidal maintenant, tout le monde veut Masvidal. Tout le monde veut Masvidal. Et Nick Diaz veut Masvidal. Et Masvidal a dit qu'il était très intéressé. Nick Diaz lui-même a dit tu peux pas faire ça et parler de cette manière comme tu l'as fait. Mon baby brother. Et juste au niveau des skills, ce serait énorme. Parce que il y a une raison pour laquelle il y a plusieurs raisons, mais pour laquelle Nate Diaz a été en lightweight très longtemps, alors que Nick a été lui tout le temps en welter et en middleweight. C'est déjà qu'ils n'ont pas exactement le même gabarit. Et Nick Diaz est quelqu'un qui est naturellement plus massif que son petit frère. Ils ont une boxe qui est différente, même si elle se ressemble beaucoup à première vue. On en a déjà parlé pas mal. Mais j'aimerais vraiment, vraiment beaucoup voir comment est-ce que Nick Diaz, qui mine de rien est un combattant brillant, comment est-ce qu'il peut s'adapter et arriver avec un certain game plan et en plus une force de frappe, je pense, un peu supérieure à celle de son frère. Comment est-ce que ça peut matcher avec Masvidal et la furie qu'est Masvidal, en plus d'être un technicien hors pair? Et surtout que c'est un autre combat purement friandise après le combat Nate Diaz contre Masvidal. Et puis en plus, l'avantage de ce combat-là, c'est là qu'on apprécie l'UFC, c'est qu'on peut leur faire confiance pour faire une promo dantesque, en mode le grand frère revient pour venger le petit frère, faire un espèce de poster où t'as Nate Diaz en fond, tu vois Nick, et puis Boston qui nous régalera forcément. Et dans les combats justement friandises, gourmandises, pour moi, et qui est possible aussi, c'est Francis Ngannou contre Anthony Rumble Johnson. Parce qu'on en parle de celui-là. On sait que les deux, surtout Rumble a parlé de ce combat-là. Rumble a toujours dit que Francis était le mec qui cogne le plus fort dans tous les mecs qu'il a vus. Et là, l'UFC aussi régalerait. Et puis on aurait vraiment un truc façon Manua Johnson quand il y a eu l'affrontement où tu te dis, chaque fois que les mecs lancent une bombe, ça peut se terminer. Et là, ça peut se terminer sur un chaos de l'espace. Et surtout, on avait parlé précédemment, l'avantage, c'est que Rumble, un peu à la manière d'Overeem, même beaucoup plus qu'Overeem, c'est pas juste un striker. Aujourd'hui, on le reconnaît pour ses termes striker, mais il pourrait apporter d'autres questions, poser d'autres questions à justement Francis et se dire, je sais pas, moi, s'il passe le premier round et qu'il est toujours là, je vais peut-être justement activer ma lutte et là voir comment Francis va réagir, parce qu'on sait que Francis, justement, le sol et notamment l'anti-grappling, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Compliqué, c'est pas là où il est le plus fort, où il fait le plus peur à ses adversaires. C'est vrai. Après, sur le combat, on n'a pas vu très souvent, on l'a vu beaucoup en anti-lutte, mais on l'a jamais vu en lutte offensive beaucoup, Rumble, parce que il a pas besoin, parce que de toute façon il tue des mecs. Exactement. Et d'ailleurs, c'est une image, bien sûr. Mais en fait, ce qui serait, mais on peut pas ne pas parler. C'est une friandise, c'est une nougatine, parce que t'as parlé de Manua Rumble. Ce qui est quand même ouf avec ce combat-là, c'est que Manua, pareil, en fait, vraiment, mais il dézinguait des mecs facilement, en fait, tellement c'était un monstre. Il était invaincu, je crois. Il a été invaincu pendant longtemps, mais je sais pas s'il l'était quand il a combattu Rumble, parce que je crois. Gustafsson était déjà passé. Ouais, je crois, avec son genou du Valhalla. Et le truc, c'est que Rumble, il a encore jamais croisé quelqu'un
qui arrive à la cheville de son knockout power. Exactement. Et ça, même pour lui. Non, mais même pour lui, c'est délirant. Et Manoa, alors, ça a été un duel, mais un duel, les orques de Staline, les mecs se ramenaient avec, mais vraiment des briques à la place des poings, et on se disait, ok, ça va être la rencontre de la TNT avec le C4, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, il n'y a pas tellement eu de match, puisqu'il a toujours été assez évident dans ce combat que c'est Rumble qui allait finir par éclater vraiment, Enfin, ouais, les mots sont durs, je sais, mais c'est le cas. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, en fait, on n'a encore jamais vu quelqu'un dans le même octogone, dans la même cage, dans le même ring que Rumble, qui soit capable de rivaliser, ne serait-ce qu'un peu, avec son pouvoir de KO. C'est du délire quand on y pense, vu les gens qu'il a affrontés. Avec Francis, il n'y aurait pas de souci. Là, la compétition, non seulement elle est là, mais je soupçonne qu'elle soit même encore un tout petit peu un grade au-dessus, tu vois. Et puis même pour Francis, ce sera intéressant parce que je pense que là, il va bien évidemment affronter Jairzinho Rozenstruik, qui est lui aussi une machine à KO. Mais c'est vrai que quand on compare Rozenstruik ou même Derrick Lewis qu'il a affronté, ils n'ont rien à voir en termes de, on va dire, terreur du KO avec Rumble. Parce que Rumble, c'est pas pareil. C'est pas quasiment sûr, mais je veux dire, s'il vous met pas KO, il vous pète la mâchoire comme Arlovski. C'est vraiment quelqu'un de terrifiant. Et pour Francis, il va quasiment se retrouver face à lui dans le miroir, quoi. Ouais. Ah, mais c'est exactement ça. C'est qui est athlétique aussi, parce que c'est ça aussi. Rozenstruik et notre cher Derrick Lewis, ils sont athlétiques, mais il y a un petit peu de gras. Rumble, c'est une machine comme Francis. Bah, ouais, voilà, j'ai presque envie de dire, c'est un peu la version un tout petit peu en dessous au niveau physique, parce qu'il est un peu plus petit que Francis. Moins lourd, c'est même pas évident en fait, parce aujourd'hui, je sais pas, parce que Rumble a pris de la masse. On rappelle, encore une fois, pour ceux qui savaient pas, que donc c'est quand même un mec qui avait l'habitude de combattre en dessous de 77 kilos. Mais il se desséchait. Il était à moitié mort quand il était là-bas. Maintenant, je pense qu'il est facile à 115. Même plus, là il était à, je sais plus, mais parce que donc là maintenant, après sa retraite, après la deuxième défaite contre Dan Cormier, il a commencé à faire justement du bodybuilding, et donc là il a pris du powerlifting, c'est énorme. Là il était 130, mais il était monstrueux. Donc là, s'il revient en forme de combattant et pas de powerlifter, bon, il va perdre des kilos, mais c'est pas dit qu'il soit en dessous au niveau du poids, en tout cas de Francis. Donc au niveau du joule qui va se dégager des deux combattants, vraiment, pareil, l'UFC a intérêt à faire le taf au niveau du trailer, des trucs comme ça, parce que ça va être deux artilleurs comme on en a rarement vu. Il y en a eu, on pense à Marken Dos Santos, on pense à... Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu. Là, c'est juste que j'y pense pas, mais là, ce sera vraiment historique au niveau de l'explosivité pure. Donc, et puis surtout que c'est le genre de combat, voilà. Rumble veut revenir en mars, UFC Paris est prévu en novembre. Bah voilà, on peut s'arranger, ça ferait plaisir à tout le monde. Et là, franchement, c'est un autre combat, c'est un peu comme quand il y a eu Diaz-Masvidal, où là, on parlait précédemment de Diaz-Masvidal 2, ou Diaz-Masvidal tout court, mais avec Nick. Ça compte pas pour le titre, mais c'est immanquable, parce qu'ensuite, vous pourrez en parler à vos enfants, qui en parleront eux-mêmes à leurs enfants. Et pour les générations futures. Oui, et puis cette année, en plus, nous a montré que c'est pas parce que c'est pas pour le titre qu'en fait ça ramène pas plus de gens et ça ne les intéresse pas autant. On a vu que les titres avaient été un petit peu dévalués sur les années précédentes. Bah, ça se traduit dans le fait qu'aujourd'hui on est plus intéressé par quelque chose qui nous attire au niveau du style et au niveau du build-up que du titre en lui-même. Donc ce serait absolument pas un souci. Au niveau du swing. Et donc, on va passer aux autres combats qui vous font rêver, mon cher Rust. Bah, alors là pour le coup, je pense pas que ça arrivera un jour, mais si jamais... il y aurait bien sûr Adesanya Jones. Oui. Ça, c'est sûr. Pour 2020, ça me paraît court. 2021, exactement. Et en fait, un truc que je vois presque étrangement, mais presque arriver plus rapidement que Adesanya Jones, ce serait Romero Jones, en fait. Aucune chance. Je sais, en fait, il y a quasiment aucune chance, d'autant plus que... Enfin, à moins que Romero gagne contre Adesanya et qu'il dise ok, je monte parce que de toute façon j'ai combattu tout le monde, ce qui sera vrai, en middle. Ça veut pas dire qu'il a gagné, mais en tout cas il a combattu tout le monde en middleweight. On verra comment ça se passe. Ce qui est compliqué, c'est qu'ils sont potes et comme ils ont le même agent aussi.
Tu sais, ils sont Ah, avec le câble. oui, c'est vrai. Eh oui. Bon, ça, ouais, non, Après, je pense que pour le titre, il y a toujours moyen de s'arranger. oui, non, c'est clair, je pense que, ouais. Mais en tout cas, ce serait intéressant. Et bon, l'avantage, c'est que même si Romero perd contre Adesanya, Ouais. bah, c'est pas un problème, parce que Romero, de toute façon, a montré que, vu les combats qu'il livre, victoire ou défaite, de toute façon, t'y laisses une partie de ton âme. Donc, les fans sont toujours friands de regarder Romero se frotter à n'importe qui parce qu'ils savent que c'est le passage un peu vers l'enfer, tu vois. Enfin, c'est le Styx, ce mec. Complètement. Oh, pardon, oui. Non, mais bah ouais, donc Adesanya Jones, pour moi ça peut être, donc ça fait partie, allez, on prend un peu d'avance pour 2021 parce que ce sera effectivement ces Dream Fights, mais possible. Ou sinon la 2020, mais tu vois, s'ils font leur dernier événement de l'année. Parce que donc Jones doit revenir en février pour affronter Dominique Reyes. Imaginons qu'il batte Reyes, ensuite il peut faire un combat, tu vois, en juillet, ou tranquillement attendre la fin d'année parce qu'il aura nettoyé vraiment la catégorie. Il peut éventuellement se taper Blachowicz histoire de dire ok, je reprends, tu vois, 500 000, 1 million, et puis comme ça j'attends tranquillement les fêtes. Et Adesanya, pour lui, Jones est à un combat, grosso modo, d'attendre pour le big fight, ou de monter en heavyweight et d'être dans un nouveau chapitre de sa carrière. Ouais. Et pour Adesanya, bah, grosso modo, il lui reste Romero, donc qui doit arriver normalement le 7 mars prochain à Las Vegas, et ensuite Costa. Mais en soi, c'est pas impossible, tu vois, qui après s'être tapé les deux, qui combattent John Jones à la toute fin d'année. Enfin, niveau calendaire, ça marche. Après, est-ce que l'UFC va jouer la montre? Je pense que c'est possible aussi. Hein. Bah, c'est possible et en fait, ça me paraît étrange que l'UFC aligne autant de gros combats pour un seul mec la même année, en fait. Ouais, parce qu'ils ont quand même tendance à écarter un peu les champions. Ils sont plutôt à 2 combats par an, si ce n'est un. Et je les vois mal griller toutes leurs cartes, même si c'est vrai que ça fera du chiffre à la fin de l'année, mais ils ont plus tendance à étendre un petit peu pour marketer un peu le truc. Après, et c'est là que c'est très intéressant ce combat-là, c'est que la montre est vraiment en faveur d'un combat le plus tôt possible. Ouais, par contre, on l'avait dit précédemment, à partir du moment où Jones va être monté en heavyweight, ça va être compliqué de le faire redescendre. Et Adesanya, bien évidemment, s'il affronte Jones, il va pas l'affronter en heavyweight, ce sera en light heavyweight. Donc en gros, il faut qu'il fasse ça avant que Jones monte, et quand Adesanya a toujours un petit peu ce star power. C'est vrai. Et là, c'est un peu le moment parfait pour le faire, parce que si Adesanya bat Romero puis Costa, alors là, c'est pas, et c'est un peu comme McGregor en 2016. C'est une fois que le gars a battu Romero et Costa, donc les deux mecs les plus effrayants. En 2016. Ouais. Vous n'allez pas le faire revenir pour dire, bah écoute mec, tu vas faire la revanche contre Whittaker ou tu vas faire le combat contre Jared Cannonier. Non, c'est clair. En plus, je suis sûr et certain que si tu demandes à Adesanya, est-ce que ça fait une différence si tu combats Jones en light heavyweight ou en heavyweight, lui il dira non. Oui, complètement. Donc, l'avantage, en plus, il l'a déjà fait. Ouais, il a déjà combattu. C'était du kickboxing, mais. Et c'était pas les meilleurs kickboxers au monde, mais il l'a fait. Non, un tournoi. En heavyweight. C'était pas un tournoi. C'était en heavyweight, ouais. Mais c'était pas les meilleurs au monde. Mais c'était pas. C'était en kickboxing ou en boxe? C'était en kickboxing. En anglais, tu veux dire? Ouais, je crois qu'il avait fait en anglais. C'était du kick, il me semble. Hein. Ok. Non, je suis même sûr. C'est ça, parce que moi j'avais lu des trucs comme quoi il avait aussi fait des tournois en anglaise. C'est possible. Hein. Ouais. Mais voilà, comme quoi. Donc, mais en tout cas, oui, ça c'est sûr. Par contre, pour les tournois en heavyweight. Il a fait des tournois heavyweight. Ouais. C'était quoi, 3 combats en une soirée? Ouais, c'est ça. C'est une dinguerie. Vraiment une dinguerie à l'ancienne. Et donc, il est déjà passé par là. Ce sera un petit peu différent avec Jones, évidemment. Mais vraiment, Jones, c'est quand même un gars. Cormier, qui est lutteur olympique, disait quand j'étais dans la cage avec Jones, j'ai vraiment l'impression d'être avec un ours. Et il disait ça au niveau de l'impression de largeur, de puissance, de physicalité en fait. Donc chaud quand même. Si en plus chaud les marrons chauds, surtout si Jones décide d'imposer sa lutte ou son clinch ou des trucs comme ça. Ouais, là le heavyweight se fera peut-être sentir un peu plus quoi. Mais combat hyper intéressant. Et sans transition, Jones 2020, moi j'ai très envie de voir John Jones contre Francis Ngannou. J'ai vraiment envie parce que Francis, certes, n'est pas le combattant le plus complet au monde, mais il a ce knockout power qui fait peur à tout le monde et qui permet d'éteindre le combat en un seul coup tout simplement. Et Jones, qui est le plus grand combattant de tous les temps, ou l'un des plus grands, voilà, on va éviter de rentrer dans les polémiques, de le voir face à un mec qui pose une telle question, moi j'ai vraiment envie de voir ça, et de se dire, parce que plus ou moins, je pense que là, c'est aussi ça, c'est John Jones, il attend le bon moment pour monter en heavyweight, parce que là,
s'il affronte, il monte pour affronter Stipe. Si Stipe bat Cormier, bah, ce sera un Stipe encore amoindri. Bah ouais. C'est fort probable qu'il batte Stipe. Mais c'est ça il nous fait un peu une Mayweather là, Ou une John Georges Jones Saint-Pierre, hein. ou une Georges Saint-Pierre, et c'est vrai que c'est pas ce qu'on attend en fait. C'est pas le panache qu'on attend d'un champion duquel on a envie de s'inspirer. Donc, en fait, c'est même pour ça que un des Dream Fight de 2020, en fait, c'est n'importe quel heavyweight contre John Jones en réalité. Insolite. Non, moi j'en veux un qui soit dans son prime. Dans son prime. Et Francis est dans son prime. On sait que Miocic, j'aurais adoré le moment où ils s'étaient call out un peu tous les deux. Ouais. Oui, parce que c'est vrai que c'est vrai, en fait, t'as raison. Si John Jones vraiment se frite avec Arlovski ou des gars comme ça. Ouais. ou comment dire, des gars comme comment s'appelle-t-il le gars qui a battu Josh Barnett par Big Ben, Roswell. Oui, hop. Bah, c'est cool parce que tu te dis ok, c'est génial, on a un premier combat de Jones contre un mec qui est vraiment énorme, surtout si c'est Roswell. Mais en fait, c'est vrai qu'intuitivement, je pense aussi qu'il n'aura pas de problème. Si c'est des mecs qui sont pas vraiment l'élite de l'élite, il trouvera toujours la faille parce que c'est John Jones. Ouais. Donc c'est vrai, il faut le mettre contre quelqu'un qui lui posera des énormes problèmes directs. Et là où t'as un risque, en fait, c'est ça aussi. Il y a un vrai risque, ouais. Un vrai risque, c'est donc là, c'est pas la défaite. C'est qu'il soit vraiment frotté c'est le chaos, quoi. Ouais, non, c'est clair. Donc dernier combat, un dernier combat chacun, mon cher Rust. Ok. J'ai envie de dire Dream Fight. Alors ça va peut-être décevoir les fans parce que c'est pas les plus gros noms. Parce qu'en fait j'avais envie de parler de Douglas Lima parce que j'ai trop envie de le voir à l'UFC. Donc c'est un Dream Fight, mais voilà, c'est un peu plus pour les fans casual du Bellator, etc. Mais et là c'est un vrai Dream Fight. Bah ouais, non mais ouais, enfin Lima contre Ousmane, mais je serais tellement chaud, vraiment. J'ai jamais pensé en plus, mais c'est vrai qu'un Ousmane. Mais ouais. Enfin, Lima qui est... Allez, rêvons complètement cross-promotion Bellator versus UFC. Okay. Enfin, UFC versus Bellator, un événement comme ça. Et main event Scott Coker contre Dana White. Non, mais ouais, ce serait là. Oui. Ouais, j'ai trop envie de voir ça, en fait, parce que je pense que je me dis que les gens seront peut-être un petit peu cruels envers Lima, parce qu'ils diront... il a perdu contre McDonald en se faisant mettre au sol par McDonald, et il prétendrait, battre Ousmane... Ne rêvons pas, etc. C'est des styles qui sont différents, c'est pas les mêmes manières de combattre. Et Lima, en fait, normalement, c'est quand même un très très bon anti-lutteur. Ouais. Et non seulement ça, mais un mec en striking, est-il encore besoin de présenter Douglas Lima en striking ? C'est une terreur. Ouais. La réponse est non, c'est une terreur, ce mec. Il est flippant. Et j'ai trop envie de voir un mec flippant qui soit du sang neuf et qui apporte peut-être quelque chose. Même si la welterweight c'est pas encore la division qui est le plus à plaindre au niveau compétition en ce moment, c'est clair, ouais. Mais il apporterait quand même quelque chose et j'ai tellement envie, il le mérite, de voir Douglas Lima venir se frotter aux assassins, quoi. Complètement. Moi j'aimerais juste avant, enfin je suis entièrement d'accord, j'ai envie de voir le combat contre Ousmane, mais j'aimerais avant qu'il affronte un autre pur lutteur. Ouais. Parce que c'est vrai que dans la catégorie du Bellator, elle est hyper solide, mais il a pas eu l'occasion, tu vois, depuis la défaite contre Ben Askren, de se refaire la main. Et en fait, un mec qui soit Koreshkov. Oui, Koreshkov, il l'a désossé donc par 2 fois. Ouais, plus, hein. Parce qu'en fait, c'est ça. Et je dois avouer que, en fait, moi, le premier, même si on sait que c'est un bon anti-lutteur, il a quand même perdu contre Ben Askren. Il s'est vraiment fait battre clairement par Ben Askren. Il a perdu contre McDonald en se faisant mettre au sol. Le premier combat, il l'a perdu contre Koreshkov, je crois. Effectivement, comme je te l'avais dit juste avant le podcast, il a effectivement perdu le premier. Ouais. Donc voilà, Douglas Lima versus Kamaru Usman. Et un autre combat, en fait, c'est un Dream Fight. Il a des chances de se faire, parce que pourquoi pas, ils sont dans la même caté, dans la même organisation, on en parle, même si c'est pas le combat dont on parle le plus. Ferguson Gaethje. Tony Ferguson. Effectivement, ça franchement, combat chaos, ce serait passionnant. Ouais, honnêtement, en fait, c'est même la définition d'un Dream Fight. Ouais. Parce que stylistiquement parlant, c'est donc 2 gars qui sont connus pour prendre la bagnole, ils t'enferment, ils t'emmènent en enfer, mais vraiment en enfer. Et si t'es pas prêt, tu survis pas. C'est clair. Et même si t'es prêt, tu survis pas, généralement. Donc, ces 2 gars, ils sont extrêmement techniques, ils sont très bons partout, ils proposent des choses qui sont totalement différentes l'un de l'autre, mais ils sont c'est un peu les mêmes modèles, en fait. Ils sont juste un peu différents dans la personnalité, ils sont extrêmement différents dans les styles,
extrêmement dans la personnalité aussi d'ailleurs, mais il propose quand même quelque chose qui est un peu similaire, c'est un cardio, il pourrait faire 10 rounds, c'est le fait qu'ils sont extrêmement dangereux partout, qui n'ont aucun problème à rester dans quel que soit le domaine, que ce soit en lutte, au sol ou debout, même si Ferguson est plus à l'aise au sol que Gaethje, mais parce qu'on ne l'y a pas vu beaucoup aussi. Parce que rappelons-le, un All-American, et pour le coup, le cher Justin Gaethje, ce qu'il pourrait apporter aussi pour un mec comme Khabib, c'est effectivement tout son jeu en transition, où c'est un des seuls qui pourrait être à l'aise par rapport à ça. Ouais. Je pense poursuivre. Bah en fait, ouais non c'est ça. Enfin vraiment. Fight. Après moi, ce combat-là, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a un mais, je le lisais dans tes yeux depuis tout à l'heure le mais là. Le petit mais, c'est au niveau timing. En fait, c'est ça. C'est en gros comme on sait que Ferguson revient contre Khabib, soit il gagne, et s'il gagne et que par exemple McGregor a gagné, j'ai envie de voir Ferguson McGregor. Bah ouais. Et s'il perd. Bah oui, oui, bien sûr. Saliver. Alors que si les deux n'avaient pas de combat. Ouais. Et c'était dit, vous faites ça en finale pour ensuite. Ouais, c'est vrai, merde. Ouais, bah oui, bien sûr. Ah ouais, mais après là, sur le papier, oui, mais on sait pas de quoi l'avenir sera fait. C'est vrai. Après, ce qui peut se passer, c'est en plus Gaethje. Un des deux qui se blesse. Khabib Nurmagomedov. Khabib. Oui, Nurmagomedov. Quoi? Oh mon dieu. Avant le combat, Khabib Ferguson. Oui, parce que avant le combat Khabib Nurmagomedov, ça veut rien dire. Non. Ce que je voulais dire, c'était quoi? Oui, c'était bon. L'avantage qu'on a aussi, c'est que je pense qu'un mec comme Gaethje, c'est un espèce de mini Romero dans le sens. Ouais. T'es jamais le même après que tu l'aies combattu qu'avant. Complètement. Et aussi, c'est un mec, il est rare. Même c'est jamais arrivé, qui se fasse éclater genre en 2 minutes. Donc en fait, il est obligé qu'il t'amène en enfer sur au moins 3-4 rounds, et donc c'est toujours des combats très serrés. Donc en fait, pile oui, ce que Ferguson aime. Bah exactement. Bah oui, dans le cas avec lequel il est à l'aise. Bah oui, non, c'est clair. Donc en fait, ce qui est bien, c'est que timing, c'est pas ouf. Mais d'un autre côté, même si il se trouve que Gaethje perd ou que Ferguson perd, il y a fort à parier qu'il aura quand même livré, que les deux auront livré chacun de leur côté des combats dantesques, des combats inoubliables, des combats, voilà, des combats dans le grind, dans le feu, dans la flamme, dans la lave. Donc, ouais, même s'ils perdent, ce sera chiant, mais je pense, connaissant les deux loustiques, que ce sera quand même super intéressant malgré tout. Donc, pourquoi pas? Eh bien, moi, mon dernier Dream Fight pour 2020, j'espère qu'il aura lieu en 2020, c'est McGregor contre Khabib 2. J'ai trop envie de le voir. J'ai trop envie de le voir parce que si McGregor fait sa vraie saison, qui gagne ses 2 combats tu vas tellement te faire allumer par les auditeurs. Je sais. Qui gagne ses 2 combats en 2020. Oui. Donc les 2 combats, moi j'ai très envie que ce soit donc Cerrone, ensuite il se tape Masvidal. Il bat les 2. Masvidal, on l'a dit, je crois qu'on l'a dit en off, je sais pas si on est dans le podcast. Pour moi, c'est une très mauvaise idée. Enfin, c'est une très mauvaise idée qu'il fasse en welterweight contre Masvidal. Ouais. C'est compliqué même qu'ils sont en welterweight, mais en gros. Que son deuxième combat, que ce soit contre Masvidal ou contre Gaethje par exemple, que ce soit un vrai combat contre un contender, contre un vrai nom sportif et puis marketing, que les gens se disent ok, il est vraiment de retour. Donc il a ces 2 grosses victoires. Il y a Khabib qui bat Ferguson. La revanche ne fait plus aucun doute parce que McGregor redevient légitime sportivement. Mais Dana White en plus l'a dit de toute façon. Oui. Comme quoi vraiment ils peuvent pas s'en empêcher. Vraiment ils cherchent juste la moindre excuse. Oui c'est bon, on le met. Et du coup Dana White a dit que si Conor battait Donald Cerrone, même si c'est en welterweight, ça compte quand même. Hein. Ça compte quand même pour un. Parce que c'est un combat lightweight. C'est de lightweight, voilà, c'est pour ça, ça compte quand même. Et si comme Gaethje apparemment aurait refusé des combats. Gaethje s'est un peu expliqué sur les combats qu'il a refusés. Oui, on peut pas trop le blâmer. Ouais, c'est un petit peu abusé quand même, mais voilà. Donc pour le coup, c'est Ferguson. Il y a eu plusieurs fois, mais apparemment c'est Ferguson qui a pas pu accepter, enfin qui a pas pu, on va dire, combattre. Ouais. Il y a eu aussi Oliveira au Brésil. Pas trop sens, bah non, ça a aucun sens. Et l'autre c'était Dan Hooker en Nouvelle-Zélande. Là non plus. Ça fait bah non. Enfin, maintenant Gaethje, honnêtement, là où il en est, ce qui lui reste, c'est uniquement les plus gros. J'allais dire des mecs qui sont les plus gros chiens, mais les biggest dogs, tu vois. Oui, d'accord. Ouais. Non, les mecs qui sont devant lui, parce que le problème c'est que les Dan Hooker qui est je crois 6ème ou Oliveira qui est
top 10, top 10, à top peine. 10, ouais. Enfin bref, c'est pas des gars qui vont lui permettre de justement grimper dans les classements et des gars qu'il doit battre. Donc il a aucun intérêt à accepter ces combats. Ouais, c'est vraiment des combats pour faire patienter. Et je pense qu'à l'époque, ils lui ont proposé pour lui faire patienter. Et il se trouve que maintenant, voilà, dans le truc en général, dans le paysage général, bah, il s'y trouve quand même pas mal, puisque au moins ils peuvent dire, il a refusé ces combats-là. Donc c'est un petit peu injuste envers Gaethje, mais il le sait, il l'a dit, c'est la loi du sport, et malheureusement, il le savait. Il a dit d'ailleurs qu'il pensait pas que c'était personnel de la part de Dana White, ce qui ne l'est probablement pas. Mais le fait est que l'UFC et Dana White ont dit que voilà. S'il gagne Conor, c'est bon, tu l'as ton title shot. Fin d'année, donc là McGregor est de retour, il a du rythme, on a le retour de Prime McGregor contre Khabib qui aura battu, enfin si tout se passe bien dans l'éventualité de ce Dream Fight, vient de battre Tony Ferguson. Donc vous avez d'un côté le mec qui vient de prouver qu'il est le plus grand lightweight de l'histoire, et de l'autre la plus grosse superstar de l'histoire du MMA qui est de retour au sommet et qui va réussir à nous convaincre qu'il a la clé. Exactement, avec un bad blood des enfers, mais cette fois, et c'est pour ça aussi que je veux voir ce combat-là, on aura un McGregor qui sera dans les meilleures dispositions sportives, et parce qu'on sait que là maintenant il s'entraîne depuis un certain temps uniquement en pensant à Khabib, qui sait aussi que maintenant ça suffit pas de s'entraîner 2 mois pour justement prétendre à la ceinture lightweight. Non seulement ça, mais de s'entraîner d'une manière qui est pas forcément la plus judicieuse. Exactement. À savoir que en anti-lutte et en délaissant son striking et en délaissant ce qui a fait tout le succès de McGregor jusqu'à présent, c'est-à-dire son timing, son rythme, sa précision et sa rapidité, quoi. Et c'est un combat, moi je rêve de voir la revanche, parce qu'en plus les deux joueront leur carrière, parce que si McGregor perd, alors là c'est fini pour lui, parce qu'il aura perdu 2 fois contre Khabib, donc vous pouvez être sûr que c'est adieu pour un nouveau title shot. C'est même au niveau de la légitimité, pour le coup ça marque, tout s'effondre. Et de l'autre, Khabib, s'il perd, il y aura plus ce bilan immaculé. Il y aura plus l'aura. Exactement, il y aura plus l'aura non plus. Et puis toute la marque Khabib. Khabib, c'est un peu, on va dire dans la communication, on peut le comparer à Floyd Mayweather, où en sens il vend ce côté invaincu. Et là, si ce statut s'en va, tout s'écroule. Donc là, franchement, j'ai envie de voir ça. Et en plus, Khabib aura une occasion en or d'enterrer son plus grand rival, parce que autant qu'on le dise, même si Khabib il dit j'ai pas envie d'avoir ce combat-là, il cracherait pas sur le plus gros salaire de sa carrière, et en plus sur l'occasion d'enterrer le mec qui déteste le plus au monde. Ouais, non, il y a tout. J'ai envie de voir ce combat. Il y a tout dans ce combat, en fait. Voilà. Donc, il y a plus qu'à attendre. Et ça va se faire. Et c'est sûr, c'est que ça, vous pouvez être certain que si McGregor enchaîne et si Khabib bat effectivement Tony Ferguson, l'UFC fera ce combat-là. Alors là, mais c'est plus que sûr et certain. Sauf que cette fois-ci, pour la peine, pour la beauté. Ouais, non, bien, il y a un mot, mais là, c'est espace vide dans mon cerveau à la place de là où il est censé être. Mais en tout cas, Khabib, il sera vraiment en position dominante, mais de ouf. S'il a battu Ferguson avant, il va arriver en tant que demi-dieu, en tant que Kratos dans la cage, quoi. Et ça va être tellement intéressant au niveau de la dynamique. Je vois même pas comment McGregor va pouvoir nous convaincre, alors qu'il y arrivera. C'est un mastermind au niveau du trash talk. Mais il va pouvoir défendre son bout de steak face à Khabib, qui arrivera, mais vraiment en brillant, quoi, en carte Pokémon brillante. Ça va être super. Tout dépend, parce que là aussi, un McGregor en 2 combats, il peut mettre moins d'1 minute en cumulé à battre. À battre Cerrone puis Gaethje, ou Cerrone puis Masvidal. Là, Laura est au max. Laura est au max. Imagine Khabib qui s'en sort après une guerre nucléaire contre notre cher Ferguson, première fois de sa carrière qui se fait ouvrir de partout, il s'impose par décision, mais tu sais, imagine un truc où ce qui peut très bien se passer, c'est qu'il gagne assez tranquillement les 3 premiers rounds, 4e, 5e, il se fait couper de tous les côtés, il s'en sort au courage, et parce qu'il a pas pris énormément de dommages, et finalement il remporte la décision, tu vois, unanime certes, mais tout le monde se dit ah ouais, il a quand même eu chaud parce qu'il y avait un round de plus. Et là, ce serait ouf. Là, tu te dis ah oui, ok. Mais il y a aussi la possibilité où, alors là, mais t'imagines le pire pas pour McGregor, mais McGregor galère contre Cerrone. Il le bat, mais avec une split dégueulasse, où tout le monde est controversé en mode, il a même pas battu et tout ça. De son côté, Khabib explose Ferguson. Imaginons, c'est pas ce que je pense, mais imaginons, Khabib explose Ferguson. Abdulmanap, d'ailleurs, je crois, a dit moins de 7 minutes, il me semble. Non, il a dit, l'objectif, c'est ça.
Leur Il objectif, dit, c'est leur moins de 7 objectif minutes. c'est ça, mais la différence avec les autres adversaires, c'est que contre Ferguson, ils auront peut-être besoin de 25 minutes Ouais. pour vraiment décider de qui va gagner. Mais si jamais il arrivait à le soumettre, t'imagines, soumettre Tony Ferguson, genre vraiment, mais un étranglement arrière, un truc où le mec commence à partir et tout, il commence à taper en panique. Déjà, j'y arrive pas. Hein. Je vous le dis cash. Imaginez Ferguson taper en mode panique, je ne l'imagine même pas. Mais imaginons, justement. Et bah alors là, mais ça va être intéressant juste de ce point-là parce que je pense pas qu'on aura vu en tant d'années de MMA un mec arriver comme Khabib arriverait à ce moment-là. Ah, mais de toute façon. Il serait dans l'éther. Il aurait passé un niveau de conscience supplémentaire. Il serait dans une autre dimension, quoi. De toute façon, peu importe qui en soi est un dream fight, hein, le combat que Khabib Ferguson, celui qui gagne ce combat-là, le combat qu'il fera ensuite, il arrivera en superstar. Ah bah Parce oui. que si Tony Ferguson bat Khabib, alors là c'est du même niveau. Et en plus, il pourra dire on a battu le World God. Parce que c'est un peu ça, j'espère, j'ai vraiment envie que le combat contre Ferguson dure un peu. Parce que si le combat se termine très tôt, les gens pourront dire c'est parce que Ferguson a 36 piges, parce que son prime est passé, il aurait fallu faire ce combat-là en 2015, ceci, cela. Alors que si on a un combat qui dure effectivement 25 minutes, que Khabib s'impose par décision, on pourra dire effectivement il a battu un prime. Enfin en gros, j'ai vraiment envie que le combat là, il y a d'énormes promesses, qu'ils les tiennent, et puis que ce soit, parce que oui, on est en train d'uploader une sacrée vidéo, croyez-moi. Ouais. Mais oui, c'est... honnêtement, ça y est, il y a plus qu'à attendre et on est tout frétillant. Là. Ouais, et de toute façon, oui, c'est aussi ce qui est un peu rassurant, c'est que si McGregor bat Ferguson même difficilement, c'est quasiment certain qu'il va revenir à l'été pour faire un autre combat. Parce qu'au niveau, c'est là aussi que c'est bien, contrairement à Jones contre Adesanya, où là le calendrier est un peu contre l'UFC niveau timing, là c'est favorable à l'UFC dans le sens où Khabib, il y a le Ramadan, donc il y a cette pause pour lui. Et pendant cette pause, McGregor, c'est quasiment sûr, et surtout s'il veut faire ses 3 combats, qu'il va prendre un combat entre-temps. Ouais. Donc forcément... Il a dit qu'il était prêt pour Gaethje d'ailleurs. Exactement, il allait se préparer pour Gaethje aussi. Donc forcément, ce qu'on peut se dire, c'est qu'avec McGregor, s'il laisse une petite note un peu de pourri, après Ferguson, il y aura un autre combat. Le pire serait bien évidemment qu'il perde. On veut même pas l'imaginer. Mais bon, nous ne voulons pas l'imaginer, malgré tout le respect que nous avons pour Cerrone. Bien. Ouais. Mr. Rust, à la prochaine. Allez, au revoir. Swear.